Bonjour à toutes et tous, je suis Benjamin Faux et vous écoutez Intersaison, le podcast de la revue Saison. Pour ce 25e épisode, nous allons d'abord partir dans une université américaine où un écrivain complexé tente de se réconcilier avec sa fille, avec son métier et sans doute aussi un peu avec le monde entier. C'est Rooster, la nouvelle comédie du prolifique Bill Lawrence sur HBO Max. Nous ferons ensuite un détour par les prisons françaises avec un prophète sur Canal+. L'étrange adaptation ou réinterprétation ou réécriture, je ne sais pas trop, la série non plus, ne sais pas trop, du film de même nom signé Jacques Audiard. Est-ce que cette nouvelle version a quelque chose de nouveau à dire ? Eh bien, on le verra ensemble. Nous embarquerons ensuite pour l'un des pires lieux sur Terre, pire encore qu'un cachot des Baumettes, donc, pour Widow's Bay, la bonne surprise, pour ne pas dire la petite pépite qui nous vient d'Apple TV. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une petite île américaine où tous les monstres et tous les clichés des films d'horreur sont la pure et simple réalité. On ne le dirait peut-être pas comme ça, mais c'est surtout très drôle. Et tout ça finira par un very bad trip, celui de la 3e et dernière saison d'Euphoria, le teen drama esthétisant un peu glauque de Sam Levinson pour HBO Max, qui accompagne ses personnages, cette fois bien au-delà du lycée et de la fac, vers une vie d'adulte plutôt cauchemardesque dans une société américaine qui marche sur la tête et aussi sur les gens. Ce voyage en 4 séries, nous allons le faire avec 3 amis saisonniers, désormais des habitués, à commencer par Audrey Fournier, journaliste et critique série pour ce qu'on appelait de mon temps le grand quotidien du soir, c'est Le Monde, hein, c'est pas un mystère, c'est Le Monde. Salut Audrey. Salut Benjamin, salut à tous. Avec nous également Benjamin Campion, journaliste et enseignant, auteur notamment de l'histoire sexuelle des séries américaines chez Leitmotiv. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Et enfin, last but not least, Emmanuel Taïeb, journaliste et enseignant également, mais aussi et surtout créateur et rédacteur en chef de la revue Saison, qu'on appelle entre nous, mais surtout ne lui répétez pas, notre chef bien-aimé, tout-puissant, au savoir et au jugement infaillible. Mais bref, Emmanuel, bien le coucou. Waouh, bonjour Benjamin, merci, bonjour à tous et toutes. Et on démarre tout de suite avec la première saison de Rooster, la rencontre de 2 monstres sacrés de la comédie, mine de rien. D'un côté de la caméra, bien sûr, il y a Steve Carell de The Office, l'un des visages les plus connus de la sitcom post-année 2000. Mais de l'autre côté de la caméra, du côté du créateur, il y a Bill Lawrence, le Bill Lawrence de Spin City et de Scrubs, qui a depuis quelque temps connu un retour en grâce et en force avec des comédies très réussies comme Ted Lasso et Shrinking sur Apple TV. 2 séries qui ont pour point commun une grande bienveillance et un certain cocktail de sentimentalisme et de folie douce. Ce Rooster nouveau, donc, cette fois sur HBO Max, a pour héros un écrivain de littérature populaire, voire très populaire, un peu comme le Belmondo du Magnifique, mais à l'américaine, et se passe cette fois dans le cadre d'une université américaine, comme un roman de David Lodge, mais américain. Mais est-ce que Rooster réussit l'exploit de nous donner envie de retourner à l'université ? Je passe la parole à Audrey Fournier. Oui, complètement. Même si cette université-là, elle est elle relève plus du fantasme qu'autre chose. Mais moi, j'aime bien ces séries, vous savez, qu'on voit depuis quelques années. Moi, je pense à Cher, par exemple, The Chair sur Netflix, qui était très chouette, et qui font un peu de l'université un des derniers lieux du débat autour des valeurs libérales et une espèce d'espace d'expression, de protection de ces valeurs-là dans un pays qui a beaucoup changé depuis une dizaine d'années. Et moi, ce qui m'a intéressé surtout dans Rooster aussi, c'est moi je suis très très fan du travail de Bill Lawrence depuis longtemps, et c'est quelqu'un qui vient plutôt du network, quoi, qui vient c'est le créateur de Spin City, de Scrubs, donc qui travaille depuis très longtemps à la télévision et qui a connu la télévision vraiment pré-plateforme. Et finalement, Rooster, c'est pas du tout dans l'ADN d'HBO. Moi, je suis assez surprise par la façon dont HBO se réinvente en ce moment. Et de même que Bill Lawrence, c'était pas forcément très attendu pour Apple TV non plus. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas pour moi, je trouve ça significatif. Et en plus, Bill Lawrence, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille les codes de la cringe comédie. Et il y a quelque chose d'assez rigolo comme ça à voir Steve Carell intégrer ce monde-là. Et je crois, et moi je me souviens, pour faire pour raconter un peu et me faire mousser, mais j'ai fait une interview de Bill Lawrence alors qu'il était en train de préparer ce projet. Et il m'en avait parlé un tout petit peu, et surtout il avait pas le droit d'en dire grand chose, bien évidemment, parce que ça se passe aux États-Unis et on peut pas beaucoup parler. Mais en tout cas, il était très impressionné
très heureux, mais surtout très très pétochard à l'idée de travailler à la fois pour HBO, parce qu'il a dit voilà, c'est le rêve de n'importe quel showrunner, de n'importe quel créateur de série, et je peux pas me louper, et surtout de travailler avec Steve Carell. Donc on sentait une espèce d'envie, une espèce de naïveté aussi, et tout ça, je trouve que ça fait beaucoup pour donner de naïveté, voilà, l'énergie des Bleus, quoi, l'énergie de ceux qui recommencent quelque part. Et ça fait beaucoup pour porter les premiers épisodes, j'ai trouvé. Et puis Steve Carell, moi je l'ai trouvé très intéressant dans cette espèce de personnage de vieux blanc qui est gaffeur, qui se sent pas vraiment à sa place, qui se traîne une espèce de vieille mélancolie parce qu'il a pas vraiment digéré la séparation d'avec sa femme, et puis surtout il est invité à venir faire une conférence sur un campus et lui-même n'est jamais allé à l'université. Et il va y rester un petit peu plus longtemps que prévu, et il va être amené en fait à refaire une expérience d'étudiant, quoi, mais simplement de l'autre côté de l'autre côté du spectre cette fois, en tant qu'enseignant, en tant que vieux sur le campus, mais en tout cas il va expérimenter la vie de campus. Et à l'occasion de l'espèce de relation qui renoue avec sa fille, qui est elle-même enseignante sur ce campus-là, mais qui est une enseignante très 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 capée en histoire de l'art, je crois. Vont se déployer des arches assez nombreuses, comme Bill Lawrence aime bien les faire, puisque Bill Lawrence est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur ses personnages et qui fait une caractérisation très poussée des personnages. Donc il y a la fille, il y a l'ex-femme, il y a les étudiants de la fille, il y a le mari de la fille aussi. Tout le monde a un rôle très très précis. Généralement, les hommes sont des roosters, donc c'est-à-dire c'est des petits coqs qui essaient de défendre un peu leur petite masculinité, leur petit précaré, leurs petits privilèges et tout. Et puis face à eux, ils ont des femmes qui sont hyper fortes, hyper badass, qui savent parfaitement où elles vont, qui ont quelques faiblesses, mais qui globalement, il y a une opposition très forte entre les deux. Et ça, j'ai trouvé ça assez fécond. Et puis c'est aussi Bill Lawrence, c'est aussi l'école du dialogue, et en tout cas dans les premiers épisodes, dans au moins les 2/3 de la saison, on est porté par des dialogues qui sont hyper efficaces. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Il y a plein de scènes, il y a du burlesque aussi, il y a un doyen qui se met dans des positions pas possibles, qui a développé une espèce de salon de réception dans son sauna et qui invite tout le monde à venir dans son sauna et à passer dans un bain de glace après. Enfin tout ça, toutes ces petits quirks, quoi, toutes ces petites idées mises bout à bout, elles font un peu comme toujours chez Bill Lawrence, c'est toujours la même recette, pareil que dans Shrinking, c'est-à-dire que ces petits détails, ça fait de la mousse, quoi, ça donne de l'énergie, ça fait pétiller une histoire qui est finalement assez convenue et qui d'ailleurs s'effrite un peu, je trouve, dans les derniers épisodes. Moi, j'ai trouvé que les derniers étaient beaucoup moins réussis. Mais en tout cas, moi, moi, j'y retournerai dans cette université-là et je retournerai avec ces personnages-là parce que c'est une bulle de tendresse, et c'est une bulle de tendresse qui est pas naïve, qui est pas bête, qui aborde des sujets qui sont parfois pas faciles et qui est pas du tout superficiel, quoi. Donc pour moi c'est c'est un grand oui en tout cas. Alors Emmanuel, je te vois sourire, je pense que tu es d'accord sur les grandes lignes avec Audrey. Et je me disais, c'est effectivement en écoutant Audrey, ce type de comédie, ce qui est une comédie très bienveillante, porte forcément un regard sur la société actuelle, dans la mesure où elle se base sur un personnage qui est en décalage avec son entourage. Et donc ça dit quelque chose à la fois du personnage, et de ses attendus, de sa façon d'être, mais aussi sur les attendus de la société et de la société dans son ensemble. Et est-ce que toi qui a donc vu la série comme nous, est-ce que Rooster, pour toi, arrive à être d'actualité ou à saisir quelque chose de l'air du temps? Alors, elle le fait en se décalant un tout petit peu, c'est-à-dire, c'est ce que disait Audrey, c'est-à-dire qu'elle le fait en mettant en scène une université peut-être un peu fantasmatique aujourd'hui, parce que voilà, c'est un peu chaud sur les campus américains, c'est un peu chaud sur les campus français. Il y a beaucoup de fractures, il y a beaucoup de politisation. Moi, j'ai jamais quitté l'université, parce que c'est un univers que j'aime bien, mais j'ai vu l'ambiance et le métier changer depuis plusieurs
plusieurs années. Et donc là, je serais très très prêt à aller dans cette université, vraiment, parce que ça m'a rappelé mon engagement initial et le fait d'être dans une espèce de campus de village dédié à la connaissance, dédié aux rencontres, dédié au savoir. Alors ça n'a pas évidemment complètement disparu, je vais pas noircir, mais disons que c'est un tout petit peu parasité. Donc en fait, Bill Lawrence invente ou réinvente peut-être le campus idéal ou le lieu idéal, mais qui est un peu comme une bulle dans laquelle on peut justement se réinventer et probablement guérir en fait. Je pense que c'est une série aussi sur la guérison, la réflexivité du personnage principal qui arrive effectivement complètement cabossé. Les autres sont pas en très très grande forme non plus. Il y a plein d'enjeux très compliqués, d'enjeux amoureux, d'enjeux de travail, de poste, etc., qui caractérisent vraiment l'université. Et là, je pensais aussi à The Chair. Et voilà, chacun va dans un certain nombre d'interactions permettre à l'autre d'évoluer. Lui, il va pousser un étudiant un peu fort à écrire et voilà, celui-là va se dépasser. Lui-même va essayer de se réconcilier avec sa fille, voilà. Donc il y a un lieu un peu suspendu et un peu hors du temps qui fonctionne très bien de ce point de vue-là, mais pour quand même essayer de répondre à la question, la série est assez dépolitisée, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question, alors qui est hyper prégnante aux États-Unis, de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui relève du politiquement correct, qu'est-ce qui relève du wokisme entre guillemets, et qui est vraiment un enjeu très fort et qui complique la vie quand on fait court. Et en fait, comme Steve Carell arrive un peu là comme boomer, etc., il va faire un certain nombre de gaffes qui sont des ressorts humoristiques, mais qui à mon avis ne sont pas que des ressorts humoristiques et servent aussi à mesurer des écarts, à mesurer des évolutions. Et il y a plusieurs scènes où en fait il fait des gaffes, mais en fait il est pas complètement en tort. C'est-à-dire qu'il y a, on retourne à un moment la charge de la preuve et elle est ou la charge du problème et elle est mise sur les étudiants. Et donc il y a une scène par exemple, je crois que c'est dans le premier cours, où il s'adresse à une jeune fille et il lui dit en référence à Moby Dick, vous serez ma baleine blanche. Bon. Et en fait, évidemment, il est convoqué tout de suite après par le staff et le conseil disciplinaire qui lui dit mais ça c'est pas possible, vous avez été grossophobe, vous avez interpellé une jeune femme, etc. Bon, et en réalité, c'est l'étudiante en question qui n'a pas la référence et qui du coup est décalée et ne comprend pas. Donc il y a aussi un petit propos un peu renversé pour dire si on avait un langage commun et si vous aviez été un peu cultivé. Là, pour le coup, vous seriez pas passé à côté de la référence et on se serait évité un conseil disciplinaire. Et puis lui, il va en enchaîner 3-4 comme ça. Mais c'est jamais vraiment, il n'y a pas vraiment de conséquences. Alors que dans The Chair, il y avait quand même voilà, quasiment un renvoi dans mon souvenir d'un prof très très aimé. Là, ça prête pas trop à conséquences. C'est plutôt assez drôle. Voilà. Et effectivement, moi, j'ai trouvé que les personnages étaient tous hauts en couleur, très bien écrits, et au fond, sortant un peu de la Bible des personnages, c'est-à-dire prenant vie dans des interactions entre eux et avec pas mal d'éléments qui sont déjoués, c'est-à-dire qu'on pense que Greg, le personnage principal, donc joué par Steve Carell, va avoir une aventure sentimentale avec Dylan, qui est voilà une poète très charismatique, etc. Et puis finalement pas du tout, ça rate un peu, ils ont envie mais ils ont pas très envie, et il va avoir une histoire très improbable avec la secrétaire du doyen, et en fait tout est comme ça, voilà, tout est dans un léger décalage, et voilà, Steve Carell a l'air de prendre beaucoup de plaisir et tous à jouer ce type de personnage. Donc moi je trouve que la série fonctionne, elle s'effrite effectivement en fin de parcours, mais il y a quand même une exploration de la génération Z et de son coming of age. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question de l'apprentissage et la question d'une génération qui a pu être un peu très maternée, très protégée. On a été très à l'écoute de cette génération. Maintenant, elle va être confrontée à des problèmes, et notamment ici une grossesse d'une étudiante qui s'appelle Sunny et qui a eu un enfant, qui va avoir un enfant avec son prof. Voilà, là on va rentrer dans les choses sérieuses pour cette génération. Donc de ce point de vue-là, la série me paraît aussi contemporaine. Alors, je me rappelle d'une époque pas si lointaine où quand on parlait de comédie et de sitcom, on parlait de quelque chose d'assez méchant. C'est-à-dire, moi je me rappelle de quand j'étais adolescent, on regardait Marié 2 enfants et on trouvait ça très drôle. Or, depuis quelques années, avec justement la réussite d'une série comme Ted Lasso, et donc le retour avec Sean King et Rooster de Bill Lawrence dont on parle aujourd'hui, j'ai l'impression que l'heure est plutôt à une comédie bienveillante,
où finalement tout le monde est gentil, et même si quelqu'un est méchant, bah c'est au fond il est gentil à la fin. Finalement il y a quelque chose, il a pas bien compris, il s'est mal exprimé, mais il était gentil. Et est-ce que quand même cette Bill Lawrenceisation de la sitcom et de la comédie, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose en route? Ou bien c'est quelque chose de souhaitable? Est-ce que ça dit quelque chose aussi sur la production de contenu aujourd'hui? Benjamin Compion, toi qui as un regard. Oui, non, c'est une grande question parce que je pense que c'est aussi en fait, Audrey a parlé de HBO et de la place de la comédie sur cette chaîne et c'est une chaîne qui est prise dans des mouvements de fond, qui a un catalogue de comédies qui se renouvelle et qui cherche un peu cette identité et c'est vrai que la comédie HBO, de ce que j'en sais, elle est assez cinglante. Ou alors elle est douce amère, mais avec une mélancolie assez profonde. Moi je vois deux modèles un petit peu. Il y a la série, la comédie type Unlightened, ou Girls, c'est assez noir, ça va dans des profondeurs de dépression, d'existentialisme, etc. Et moi ça m'intéresse beaucoup, mais ce sont pas des comédies qui font beaucoup rire. On les regarde pas forcément pour ça. Et puis moi il y a le modèle que j'adore qui est VIP. C'est la série dynamique, le dialogue là est très percutant et il y a beaucoup de rythme, c'est très énergique et très cinglant en même temps et ça dit énormément de choses sur les travers des figures politiques, c'est une série politique, et sur toutes les hypocrisies et les interactions, également avec beaucoup de personnages qui sont très développés. Et là je rejoins aussi mes camarades sur le fait que la série a cette force-là. Parce que beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression, de séries se centrent vraiment sur un personnage et les autres sont des sidekicks, ils sont secondaires par rapport à une figure tutélaire qu'on va suivre du début à la fin. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un effet de groupe. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le personnage de Steve Carell qui est suivi, c'est un ensemble de personnages, ça a été dit, qui sont très développés et vous les avez énumérés. Et donc là, je dirais que par rapport à HBO, j'ai l'impression qu'on est un peu à mi-chemin entre ces deux tendances. Effectivement, c'est assez idéalisé. Les conseils de discipline dont parlait Emmanuel, ils sont sans conséquence, quoi. C'est-à-dire c'est très bienveillant et finalement c'est un petit coup de règle sur les doigts et voilà, ça s'arrête là. À un moment, il compare les joueurs de hockey, parce qu'il récupère l'équipe de hockey, à des petites filles. Hein. Et pareil, il se fait il va en conseil de discipline par rapport à cette expression, il s'explique et ça va pas plus loin. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'ambiance dans les campus est très tendue, il y a une censure des conseils d'administration et une autocensure des enseignants qui est très forte, il y a des conditions de pratique qui sont de plus en plus difficiles en France et je pense aussi aux États-Unis, et puis un interventionnisme de Trump sur les grandes universités, Harvard et autres, qui est très très fort. Et tout ça, c'est un peu laissé à la marge de cette série. Donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup de plaisir à la regarder. Elle est un peu feel good, comme on dit, elle est assez réconfortante et elle n'est pas cynique. Elle est plutôt du côté optimiste, joyeux. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser aussi à Ted Lasso, hein, qui est dans cette mouvance-là. Et du coup, moi, je le rattachais plus à des séries de Apple. Hein. C'est vrai qu'eux, ils sont plus dans cette bienveillance-là et moins dans cette identité HBO. Je me pose la question, est-ce que c'est aussi parce qu'on est à une époque où finalement le cynisme, il va de soi, quoi, parce qu'on est désabusé, voilà, l'époque est tellement sombre et tellement désespérante que est-ce que ça a encore prise ce cynisme-là, ou est-ce que finalement la réponse ce serait pas de voir le côté plutôt le verre à moitié plein, même sur une chaîne comme HBO, quitte au risque d'y perdre un petit peu l'identité de ce qu'a fait l'histoire de ces comédies à elle. Donc ça, je sais pas, il faudra voir plus tard. Mais c'est vrai que c'est très étonnant de voir cette série sur HBO. Et en même temps, moi, voilà, pour finir, j'ai été très convaincu. Comme vous, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. C'est très plaisant. Et moi, je le trouve même jusqu'au bout parce qu'il y a une logique dans les arcs narratifs qui sont développés. C'est vraiment une série qui est construite à l'échelle de la saison avec une mise en place, un développement, des rebondissements et puis une conclusion que je ne citerai pas. Et c'est une série qui est renouvelée pour une saison 2 et qui ouvre du coup vers une suite. Et bon, bah moi je serais vraiment présent et j'ai l'impression que tous ici on est plutôt enthousiastes à l'idée de continuer à suivre cette série. Un dernier mot, j'ai vraiment l'impression que c'est la comédie de Network dans sa belle époque, quoi, son âge d'or, sa quintessence, qui vient sur le câble premium.
parce qu'elle trouve plus vraiment sa place. Les sitcoms aujourd'hui de NBC et compagnie, bon, il y a plus grand monde qui les suit, quoi. Donc, si elles trouvent leur place là, je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà, ça donne envie de suivre tout ça. Un dernier mot pour Audrey. Oui, juste un dernier mot pour aller complètement dans le sens de Benjamin. Je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est une question passionnante. Moi, j'en parlais avec des collègues journalistes aussi il y a pas longtemps. Et ouais, c'est comme si pour les Américains, à l'heure actuelle, dans les séries, il y avait deux choix. C'est soit on fait comme si Trump n'existait pas. Voilà. Et on évacue la question. Ou alors on l'aborde vraiment par derrière, par le débat d'idées, par les petites situations, comme c'est fait dans Rooster. Ou alors on embrasse vraiment la situation politique et ça donne des produits qui sont beaucoup plus acides, beaucoup plus. Et juste pour mentionner, en ce moment sur HBO, il y a une série de Larry David qui vient de commencer, qui s'appelle Life, Larry and the Pursuit of Happiness et qui se paye le monde avec Trump. Pour cette fois, ça donne, effectivement, c'est beaucoup plus proche de l'ADN d'HBO, mais c'est qui, à part Larry David, peut actuellement faire ça. C'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Pour la deuxième série, nous allons revenir en France pour Un prophète. Un prophète, c'est l'histoire d'un jeune emprisonné pour trafic de drogue et qui, pour survivre en prison, doit devenir le protégé d'un trafiquant bien plus puissant. C'est une série étrange puisque c'est l'adaptation en 8 épisodes d'un film de Jacques Audiard, sorti en 2009, récompensé du Grand Prix du jury à Cannes, de 9 Oscars, je crois, meilleur film et meilleur réalisateur. Bref, en fait, c'est un film qui a marqué la critique, qui a marqué les esprits, qui n'est pas si vieux, et on peut tellement se demander si ça valait vraiment le coup de l'adapter en série télé pour Canal+, que pendant la promo, en fait, on a surtout entendu ses créateurs, Abdelraouf Dafri et Nicolas Peufailly, insister sur les différences entre le film, auquel d'ailleurs ils avaient participé comme scénaristes, et la série. Alors ce serait une nouvelle interprétation d'un même thème avec d'autres personnages, d'autres destins, etc. C'était assez étrange à voir. Comment est-ce que vous l'avez regardé finalement, cette série, dans quel état d'esprit, et est-ce qu'elle a réussi à vous convaincre de cette différence, de son originalité, ou même ne serait-ce que d'un propos, Emmanuel? Alors, c'est une vraie question de savoir si l'adaptation vaut le coup, en tout cas l'adaptation dans une déclinaison sérielle. Je me suis posé la question pendant toute la série, qui est pas une série antipathique du tout. C'est une série difficile, dure, âpre, sans concession, voilà, très réaliste, où on suit un jeune qui s'appelle Malik, qui va rentrer en prison et qui va essayer d'y survivre entre des intérêts et des clans rivaux, et qui va même à un moment réussir à sortir. Donc il a un aménagement de peine, et donc il va jouer les intermédiaires. Donc il y a des aspects extrêmement réussis de la série, précisément sur ce réalisme, sur quelque chose qui peut ressembler à du Audiard, c'est-à-dire la montée en tension et la montée vers la violence qui va culminer dans le dernier épisode. Ça se passe au Baumettes. Lors de Sérimania, la contrôleuse générale des prisons nous a expliqué que c'était absolument impossible d'avoir des cellules VIP, parce que là tous les personnages sont dans une cellule avec un seul lit. Tout ça est quand même j'allais dire confortable, ce serait exagéré, mais en tout cas, et on n'a pas le sentiment d'une prison surpeuplée. Ça reste quand même relativement effrayant, mais il y avait le choix, à mon avis, d'avoir un individu par cellule, parce qu'on veut se focaliser sur un certain nombre de personnages. Et donc c'est une série sur la capacité d'un jeune homme que rien ne prédispose à vivre ce destin, à réussir à survivre par sa seule intelligence des situations et par son intelligence à décoder des lettres. On va pas en dire trop, mais enfin voilà, à comprendre des lettres qui sont écrites dans une langue berbère algérienne, et qui va réussir à monter les clans les uns contre les autres, et qui a quand même, alors je trouve que c'est pas complètement exploité, c'est un peu comme dans le film d'Audiard, une espèce de don qui fait qu'il voit des morts et qu'il il entend des messages et il dialogue un peu avec eux. Il a une espèce de don de prédiction, mais c'est pas, la dimension surnaturelle est pas complètement utilisée, donc on sait pas très bien à quel endroit du scénario ça se situe ou à quel endroit du scénario ça a une utilité, mais pour lui, voilà, ce sont des gens qui l'accompagnent. Et puis pour finir, voilà,
J'ai quand même un avis relativement mitigé sur la série, au sens où j'ai l'impression qu'elle est quand même, elle est un peu sur un faux rythme. Enfin, j'ai trouvé que ça s'étirait un tout petit peu. Il y a énormément de scènes qui sont très ressemblantes les unes des autres. Quand lui va jouer les coursiers, donc il y a un rendez-vous, puis après il y a un avocat qui a rendez-vous, et puis bon, et en fait on a l'impression qu'il y a plusieurs épisodes qui sont quasiment identiques et qui ne font que retarder l'explosion de violence. Et donc voilà, là il y a quand même un relatif effritement ou une dilatation du propos qui, à mon avis, abîme un peu la série, qui aurait pu être davantage, à mon avis, synthétisée et concentrée. Le polar, c'est le genre le plus regardé en France, c'est le genre le plus présent au niveau des productions françaises, et c'est très souvent le sous-genre de polar le plus présent, c'est de manière écrasante, c'est la comédie policière, qui est beaucoup plus ludique et légère qu'autre chose. Et au moins, un prophète, c'est un polar qui se veut réaliste, qui se veut social, qui veut avoir un propos. Et du coup, je me retrouve à poser quasiment la même question que pour Rooster, alors que les séries n'ont absolument rien à voir. Mais est-ce que du coup, un prophète, ça dit quelque chose de la France de 2026, comme les polars savent si bien le faire, comme les polars noirs, disent quelque chose vraiment de la société dans laquelle ils sont écrits, sur un prophète, ou est-ce que c'est un soubraco tardif, Benjamin Campion? Alors, je pense que ça, sur le plan du reflet de la société, je pense que ce qui est intéressant et par rapport au genre du polar, c'est que c'est un polar marseillais et qui a une vraie tendance au cinéma et dans les séries avec Marseille. Et on sait que c'est une ville passionnante sociologiquement avec tout ce qui s'y passe. Et là, ça se passe au Beaumet. Je pense il y a eu des films comme La French, comme Chouf, comme Bac Nord. Récemment, et puis dans les séries, il y a de tout aussi. Il y a les séries comme Mercato sur TF1, où là c'est plutôt de la comédie effectivement, et puis surtout les travaux d'Olivier Marchal, et notamment donc une série que je vous recommande beaucoup qui s'appelle Pax Massilia, qui est sur Netflix. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ces productions, c'est le rapport au réel en termes d'incarnation. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup d'acteurs et ce qu'on appelle la diversité. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs noirs, d'acteurs maghrébins, etc. Et on a beaucoup reproché à la fiction française d'être cadenassée, d'être engoncée dans un actorat plutôt blanc, bourgeois, et de se passer dans les appartements parisiens et de montrer un petit peu toujours les mêmes choses. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un mouvement de fond de ces showrunners, de ces réalisateurs qui vont sur le terrain. Et effectivement, comme l'a dit Emmanuel, c'est assez idéalisé, c'est pas vraiment la réalité. Pax Massilia est plus violente, plus crue de ce point de vue-là. Ça se passe vraiment dans la rue et l'habillage musical aussi est là pour le montrer. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est ce vivier de talents, d'acteurs qui là maintenant ont une place. Et ça passe pas uniquement par les plateformes. Parce qu'on nous avait vendu un petit peu les plateformes comme l'Eldorado qui donnerait à voir cette diversité qu'on ne voyait pas dans les séries de télévision. Et c'est le cas pour Pax Massilia qui se passe sur Netflix. Mais là, ça se passe sur Canal+. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le projet est justifié. Alors après, le rapport au film, on peut toujours estimer que ça se justifie pas, etc. Hippocrate, pour moi, c'est une série très 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 réussie. Alors c'est le même cinéaste, c'est Thomas Lilti qui a réalisé le film et qui a adapté en série, donc ça aide aussi beaucoup. Là, Audiard n'est pas directement celui qui fait la passation, donc c'est un projet un peu plus distant, mais je le trouve pertinent quand même. Et Abdelraouf Dafri avait travaillé sur La Commune, a travaillé sur Braco. Sur un prophète, et donc il y a une vraie légitimité, je trouve, dans la généalogie et dans les gens qui sont impliqués dans la création de cette série. Alors là, je fais beaucoup de commentaires extérieurs parce que c'est vrai que de l'intérieur, moi, je suis comme Emmanuel, je trouve que c'est une série qui tire en longueur. Je suis d'accord sur la redondance, la répétition de certains schémas. Voilà, ça s'épuise un petit peu. Alors ils cherchent à ouvrir avec à la fois de l'onirisme, effectivement, des visions, des rêves, des traumas, et puis le rapport à la littérature aussi qui est très important parce que ce jeune homme, il se retrouve à travailler à la bibliothèque et il lit, il découvre des classiques de la littérature française et c'est énormément cité. Il en voix off, il lit vraiment ces
romans, et on veut nous faire comprendre qu'il y a une interaction et que le texte finalement résonne avec l'actualité des prisons françaises. C'est pas follement original. Parfois, c'est un petit peu forcé et tiré par les cheveux. Donc voilà, c'est le genre de série où on se dit qu'il y a un intérêt et que c'est une production bien réussie, etc. Mais voilà, est-ce que pour autant ça se justifiait et sur ce format-là? Voilà, j'ai un avis quand même assez mitigé comme Emmanuel au final. Imaginez à présent que vous soyez maire d'une petite communauté isolée sur une jolie petite île au large des côtes américaines. Vous êtes bien décidé à développer le tourisme sur votre île, mais les habitants vous racontent que blablabla, l'île est maudite, blablabla des monstres, blablabla c'est dangereux, la malédiction, etc. Bien entendu, vous n'allez pas du tout les prendre au sérieux et faire venir les touristes. Sauf que sur Widows Bay, tous les clichés horrifiques et surnaturels se révèlent épisode après épisode parfaitement vrais, parfaitement réels. Derrière cette excellente surprise, à mon goût, disponible sur Apple TV, on trouve notamment le réalisateur Hiro Murai. C'est un réalisateur remarqué par la très décalée et surréaliste série Atlanta, mais surtout à la création d'une certaine Katie Dippold, qui avait travaillé un peu sur Parks and Rec, mais surtout sur le reboot cinéma de Ghostbusters en 2016. Bref, quelqu'un qu'on n'attendait pas vraiment sur une série aussi réussie et réjouissante. Tant mieux. Mais alors, du coup, est-ce qu'on parle plutôt d'une comédie ou est-ce qu'on parle plutôt d'une série d'horreur? Et là, je vais me tourner vers Audrey pour lui demander devant Widows Bay, est-ce que tu as plutôt tremblé, est-ce que tu as plutôt sursauté ou est-ce que tu as plutôt rigolé? Les deux, et c'est ça qui est bien justement, c'est la singularité de cette série qui est susceptible d'ailleurs de plaire à un public finalement assez large, à part vraiment ceux que les films d'horreur laissent complètement indifférents, et ceux-là sont des gens ronchons avec qui j'ai absolument pas envie de discuter. Mais ouais, c'est une série qui a un ton. Alors c'est pas vraiment nouveau, la comédie horrifique. En plus, il y en a pas mal en ce moment. Je sais pas ce que ça veut dire de l'époque, mais vraisemblablement ça veut dire quelque chose. Il y en a beaucoup, et là juste, c'est pas forcément très original, mais en tout cas c'est incroyablement réussi. Et pour moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de talent en fait derrière. Il n'y a pas trop de secrets. Il y a le talent de Katie Dippold. Alors je me rends compte que Parks and Rec, c'est une série qui n'a pas été beaucoup vue en France finalement quand j'en parle autour de moi, mais c'est exceptionnel. Il y a quelques épisodes qui sont absolument fantastiques. Pour moi, c'est ma comédie de bureau. C'est pour moi largement au-dessus de The Office parce que c'est plus attachant, parce que les personnages sont encore plus barrés et parce que c'est une série qui assume vraiment ses parties pris comiques et burlesques, et moi j'aime beaucoup. Il y a donc Hiro Murai à la réalisation, je crois, au moins des 4 premiers épisodes, peut-être un peu plus, je me souviens plus. Et ça, c'est absolument génial parce qu'on a un réalisateur qui a la culture de l'étrange, comme dans Atlanta, mais qui a la culture aussi qui tâtonne un peu, quoi. C'est aussi un des réalisateurs de The Bear. Et The Bear, c'est une série qui a beaucoup expérimenté pour ne pas tourner autour de son sujet, pour essayer vraiment d'élargir au maximum les possibilités qu'il y avait à filmer une simple brigade de cuisine. Et puis surtout, il y a le talent de Matthew Rhys, qui est un acteur de série extraordinaire qui est très connu des gens qui binge beaucoup. Donc pour le public français le connaît essentiellement par The Americans. Et là, depuis quelques années, il a vraiment une carrière extraordinaire. Et je sais pas comment le dire autrement que ce mec-là, à partir du moment où il apparaît dans la série, on le suivra à peu près n'importe où. Et il nous emporte avec lui, y compris dans l'incroyable. Et ensuite, c'est une litanie de citations, de références, qui pourraient être parfaitement intello, plombantes, puantes. Et au contraire, c'est assez jouissif. Le premier épisode, on pense à Carpenter, on pense à Fogg. Le deuxième épisode, on est plutôt on est dans Shining, on est chez Kubrick. Après, on va aller plutôt dans le mort-vivant. Il y a tout un épisode sur le slasher aussi, qui est, je crois, l'épisode 6. Donc, on va faire une espèce de traversée comme ça des motifs de l'horreur américaine qui est assez jouissive dans cette petite île qui est complètement anachronique puisqu'il n'y a pas de réseau et puis il n'y a pas de coffee shop branché. Donc c'est des gens qui sont extrêmement rustres, qui sont pas sympathiques. Et moi, en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, elle nous emmène un peu sur une fausse piste, cette série. Je sais pas
pas si pour vous c'était pareil, mais moi j'ai eu l'impression qu'on allait nous montrer quelque chose plutôt sur la force des croyances collectives. Moi je pensais à un truc beaucoup plus perché, beaucoup plus méta que ça, et en fait pas du tout. On est dans une pure série d'horreur qui va dérouler son motif jusqu'au bout, qui va aller dans des tréfonds assez sombres dans ces derniers épisodes, mais en le faisant avec un sens comique absolument incroyable et avec une galerie de personnages. Tout à l'heure sur Bill Lawrence, on parlait de sa caractérisation des personnages. Là, clairement, Katie Dippold, elle a bien lu son Bill Lawrence aussi, et elle est très très douée pour faire exister avec des acteurs qui ont généralement des gueules incroyables et qui ont parfois très très peu de scènes, mais qui vont installer des personnages très spécifiques, et parmi eux il y a toute son équipe à la mairie qui est une équipe de bras cassés qui a absolument pas envie de bosser, mais il y a son assistante qui est vaguement amoureuse de lui, qui est une vieille fille, qui a une histoire assez sombre et qu'on va suivre. Et moi, j'ai eu l'impression de voir Katie Dippold, l'alter ego de Katie Dippold, se balader dans la série, comme ça, et s'amuser. Et tout l'épisode 6 qui est autour de son personnage est assez chouette. Là, donc, énorme succès. La série a été renouvelée, et c'est là où, pour moi, j'ai une toute petite réserve. Parce que je trouve qu'elle est tellement foisonnante, elle ouvre tellement de pistes qu'il y a des fils qui dépassent. Je pense qu'il y a des portes qui sont pas bien fermées, il y a des endroits, des petits recoins où moi j'ai pas très bien compris ce que la série allait faire par là, et en voulant rester absolument ouverte pour la suite, je trouve qu'elle est pas nette, et par ailleurs j'ai été un tout petit peu moins cliente des épisodes qui se passent dans le passé. À un moment, il y a un retour dans une backstory sur la création de l'île qui est une ancienne colonie. Et ça, en fait, dès que Matthew Rhys disparaît, ou que Kate O'Flynn disparaît, j'ai l'impression que la série, elle perd un tout petit peu de sa force de conviction. Mais à part ça, c'est la création d'un petit monde tout simple, mais qui est absolument jubilatoire, quoi. C'est la vraie réussite pour moi de ce premier semestre, en tout cas, 2026. Et c'est aussi, selon moi, l'occasion de réhabiliter un genre qui avait un peu disparu dans les séries fantastiques. C'est le genre, la forme, en tout cas, du Monster of the Week. Alors, Emmanuel, je crois savoir que la série a fait trembler un peu ta fibre nostalgique. Ça m'a fait penser, alors effectivement, ça m'a fait penser à X-Files, non pas sur le fantastique absolu, mais sur le Monster of the Week, c'est-à-dire le monstre de la semaine. Et en fait, la série de ce point de vue-là est dans quelque chose de l'ordre de l'hommage ou de la reprise, parce que c'est quand même une très bonne idée d'avoir un monstre toutes les semaines, ou dans Star Trek une nouvelle planète qu'on va visiter chaque semaine. Et en fait, ça permet à la fois de renouveler chaque épisode, mais aussi d'aller explorer des genres différents au sein d'une même série. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement le genre du slasher, le genre de la sorcellerie, le genre du manoir hanté, le genre de l'objet type Christine de Stephen King, enfin l'objet qui va se réveiller ici, ça va être un livre de sorcellerie, le genre mort-vivant, et en fait on a tout ça à l'intérieur d'une seule et même série, donc c'est prolifique, ça peut dérouter, mais en même temps on peut le voir comme une espèce de richesse et comme à chaque fois un challenge pour aller travailler précisément ce type de genre-là, parce que ça fait ça peut très très bien fonctionner. Donc ça revisite chaque genre, et j'ai oublié d'ailleurs de mentionner la Dame Blanche et la sorcellerie. Donc de ce point de vue-là, ça fonctionne plutôt bien. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la série de ce point de vue-là. Et je trouve qu'effectivement, ça peut faire peur. Enfin, beaucoup. L'attaque du personnage principal par un clown dans un souterrain, on sursaute. C'est le jump scare. Ça marche vraiment bien. Et puis les dialogues sont ciselés, ils sont très drôles. Il y a des dialogues complètement décalés où on raconte une histoire qui fait très très peur. Et puis il y a effectivement un personnage qui dit mais alors il y a une différence d'âge entre les deux, entre le mari et la femme en 1702, ils avaient 30 ans d'écart quand même, ça se fait pas. Bon, donc on voit là pour le coup les petites références contemporaines. Et puis assez d'accord avec Audrey sur le jeu d'acteur de Matthew Rhys et sur sa plastique, sur son visage qui est ridé. Ça tend à disparaître parfois à Hollywood. Là, il est ridé, il en joue, il est jamais dans un contre-jeu ou dans un surjeu. Il est vraiment étonné, il joue avec vraiment toute la plastique de son visage et toute sa mobilité, parce que ça va être le personnage qui va nous guider aussi dans cette île complètement délirante, et lui va découvrir avec nous un certain nombre de choses. Et c'est vrai que je m'étais dit au début
la série va être uniquement dans quelque chose de l'ordre de la suggestion, peut-être que rien n'existe et que c'est les habitants de l'île qui se sont fabriqués quelque chose mentalement, etc. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir un certain nombre d'apparitions que tout le monde voit et on va devoir lutter contre des forces du mal. Ça devient un peu plus dark, hein, effectivement, en fin de saison. On verra où il nous emmène. Il y a des résolutions, mais pas complètement. Et voilà, on verra si la partie sombre, très sombre, l'emporte ensuite. J'espère qu'il y aura quand même l'équilibre initial qui sera maintenu. Pour l'instant, on s'achemine vers l'unanimité. Est-ce que tu as ressenti le même plaisir qu'Emmanuel et Audrey à découvrir Widow's Bay? Bah moi vous savez je suis l'esprit chagrin donc y a une grande mode en ce moment c'est dans le marché des livres c'est de recycler, c'est de faire de l'occasion parce que voilà on a du mal à vendre des livres neufs et donc on fait du recyclage et ce qui est très bien, c'est très bien pour l'environnement et Widow's Bay c'est une série qui recycle. Alors on voit la couverture du Stephen King, elle est bien présentée, le plan dure suffisamment longtemps pour qu'on le voit bien et vous avez raison, c'est pétri de talent et de qualité, c'est de la production qui est irréprochable. Je vais pas vous contredire sur l'interprétation, sur la caractérisation des personnages, sur Hiro Murai qui est un réalisateur vraiment de talent et qui m'intéresse beaucoup. Mais sauf que là, je le sens un peu bridé, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais envie qu'il y ait plus de personnalité. Là, ça brasse, ce sont des produits un petit peu hybrides qui digère, alors il digère Carpenter, il digère Kubrick, et puis il digère Twin Peaks, Lynch, et puis il digère. Moi je pensais aussi il y a une série qui s'appelle Midnight Mass de Mike Flanagan, qui se passait aussi sur une île, mais il y a quelque chose en plus, c'était plus habité, c'était plus tenu, il y avait quelque chose de, voilà, ça nous emmenait vers il y a un sujet, une thèse, il me semblait. Et là, moi je trouve que c'est assez hybride en fait, le côté Monster of the Week, je l'entends, mais pour autant c'est pas une anthologie. Et finalement, il y a comme une contrainte qu'ils se sont imposées d'investir chaque épisode d'un mythe, d'un mythe issu du folklore. Et par exemple, l'épisode dont parlait Audrey sur Patricia Moyer, donc cette assistante, voilà, vieille fille mal dans sa peau, etc. Je trouve intéressant l'épisode caractère centric, voilà, qui est centré sur un personnage secondaire qui tout à coup devient l'énonciateur et dont on raconte l'histoire. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Et les séries américaines le font très bien, ce pas de côté. On se détache du personnage central qui n'apparaît quasiment pas pour explorer la psyché et la vie d'un autre personnage. Sauf que ça, c'est rattaché à nouveau à un de ces mythes. Donc il y a comme une obligation, une contrainte auto-imposée par la série qui fait que ce pas de côté, il est associé à cette idée du Monster of the Week et donc à cette structure en anthologie. Et donc à la fois c'est une anthologie et c'est une série feuilletonnante qui nous mène vers des résolutions et puis vers une continuation. Donc moi je trouve ça très appréciable, mais ce qui m'embête pour ce type de série, c'est le buzz en fait, c'est la survente qu'on en fait. Voilà, vous allez lire sur les réseaux, etc. C'est la série de l'année, c'est la série à ne pas manquer, et je trouve qu'on en fait trop. On nous survend. Et je pense que c'est au détriment des séries elles-mêmes. On nous survend certaines séries qui sont des propositions de qualité, intéressantes et très bien faites, mais qui n'ont pas vraiment de personnalité, qui n'apportent pas plus que ce recyclage. Et ça me fait beaucoup penser à Stranger Things, qui était une série qu'au final, on a quand même agonie sur sa fin parce que ça tournait en rond, quoi. Finalement, ce recyclage, elle ne savait pas vraiment quoi en faire. Donc voilà, moi j'ai un regard assez ambivalent sur ce type de série qui va se suivre vraiment avec plaisir et qui va nous emmener avec ses personnages. Donc évidemment que je la recommande à nos auditeurs, mais j'irai pas au-delà, quoi. C'est-à-dire que il manque une signature vraiment pour qu'on se dise tiens, cette série-là dans 10 ans, on va continuer de la regarder, on va l'étudier peut-être à l'université, etc. Pour moi, c'est le genre de série qui va passer et ensuite s'évanouir un petit peu dans la nature sans laisser véritablement d'empreinte. Mais je me trompe peut-être. J'espère qu'on vous a donné envie quand même d'aller jeter un œil sur cette série qui est effectivement très référentielle et effectivement Benjamin a eu raison de
de le rappeler avec les faiblesses possibles du genre, mais aussi très ludique. Et pour terminer ce numéro d'intersaison, je voulais revenir sur une série HBO qui vient de se terminer avec sa 3e saison, qui avait fait couler beaucoup d'encre à son lancement. On en avait parlé ici même en 2022, et qui passera au moins à la postérité pour son casting, ne serait-ce que ça, et qui se termine avec une saison, disons, au mieux déroutante. Vous avez reconnu Euphoria, la série de Sam Livingston pour HBO Max, qui s'est toujours voulu un peu scandaleuse, peut-être outrancière, et surtout très esthétisante. Alors, Benjamin Campion, qui n'a pas encore vu cette troisième saison et qui ne veut pas être spoilé, va nous quitter sous peu. Mais avant cela, quand même, je voudrais lui demander qu'est-ce que ça représente avant cette 3e saison, qu'est-ce que ça a représenté Euphoria. Oui, juste un petit mot d'introduction. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la série, elle était présentée initialement comme un teen drama, donc une série ado, comme on dit. Mais déjà, c'était paradoxal parce que c'était ces adolescents, ça se passe dans un lycée, étaient incarnés par des acteurs qui avaient la vingtaine, qui donc étaient déjà sortis de l'adolescence, et ça se voyait sur leur corps, sur leur peau. Emmanuel parlait des rides de Matthew Rhys. Là, le corps était fini pour incarner des corps adolescents. Et donc, c'était une série qui était, il me semble, de facto plus adulte que le genre qu'elle dépeignait. Et je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, c'est une série d'ado façon HBO. Là, je trouve qu'il y a vraiment l'empreinte de la chaîne elle-même, c'est-à-dire qu'on prend un genre bien établi, très codifié de la télévision américaine, le teen drama, de Beverly Hills à My So-Called Life, à Dawson, à d'autres, et on le noircit, on le durcit, on le rend plus indécent, voire proche de l'obscénité parfois. Il y avait des vrais questionnements sur le rapport aux images sexuelles, à la pornographie, l'influence que ça a sur les jeunes, comme on dit, et toutes les comment dire, les addictions. Aux psychotropes, à l'alcool, la dépression, donc et puis les questions d'identité, de transidentité, et donc voilà, c'est une série vraiment de son temps, là pour le coup, extrêmement de son temps, qui parle d'une jeunesse de façon très trash, plus trash que la réalité. Je pense que c'est exagéré, c'est une extrapolation, mais il n'empêche qu'elle dit quelque chose de ce qu'on appelle la teen angst, voilà, qui était déjà dans My So-Called Life, donc ce mal-être adolescent. Donc moi je l'ai trouvé passionnante, cette série, de ce point de vue-là. Après, décriée, clivante, et j'ai envie de dire tant mieux. Moi je trouve que c'est bien quand une série divise plutôt que un discours lisse. C'est la série qui plaît à tout le monde. Moi ça m'intéresse moins. Et du coup, ce rapport à la jeunesse et donc cette contemporanéité, c'est étrange parce que elle est questionnée par le temps qui est passé pour que la série revienne, parce que la série a été lancée en 2019 et là on l'a retrouvée en 2026. Et donc il y a eu une production très très compliquée. Il y a eu un Gus Cloud qui est mort d'overdose. Il y a un producteur très important qui est décédé aussi. Sam Levinson, le créateur, a été remis en question pour ses méthodes de travail, harcèlement ou pas, est-ce qu'il en demande trop, etc., etc. Donc une série vraiment qui, il me semble-t-il, est le reflet de ces conditions de tournage assez chaotiques. C'est une série, je sais pas si elle est maudite, mais en tout cas qui est noire de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc je trouvais qu'il y avait une interaction entre les deux assez stimulante. Et qui là, donc voilà, j'introduis sur la saison 3 qui revient après 4 ans d'interruption, et donc forcément ces acteurs, ils ont été révélés, ils se sont déployés au cinéma, etc. Et c'est une série qui n'est plus un teen drama. Et là, je vous passerai la balle pour que vous développiez là-dessus, mais ça raconte une histoire sur une saison avec les caractéristiques qui ont fait le succès de la série, mais c'est plus une série ado. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant Euphoria avec cette saison 3 qui sera la dernière? La série, a priori, est terminée. Voilà, là je vous laisse développer là-dessus, mais ça m'intéressera beaucoup de vous entendre sur ce sujet. Et nous voici donc, au revoir Benjamin, va vite regarder les séries en retard. Je pense que tu as encore du travail. Et nous voici donc devant la 3e saison d'Euphoria.
qui suit donc l'histoire des personnages au-delà de l'adolescence, le passage très compliqué à la vie adulte, forcément tragique pour certains. C'est une saison qui casse en partie les codes des 2 premières saisons, et pas complètement, qui remplit aussi les attentes des spectateurs concernant l'avenir ou le non-avenir des personnages. On peut quand même se demander, honnêtement, si cette saison était nécessaire après les 2 premières. Et Audrey, qu'en penses-tu? Alors, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais vous savez, parfois dans l'industrie, on signe des contrats pour un certain nombre de saisons. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais il se peut tout simplement que les acteurs se soient engagés à faire 3 saisons et que, vu leur notoriété grandissante, leurs occupations, le fait que même Sam Levinson, il soit parti sur un projet différent puisqu'il a fait The Idol aussi entre-temps, ça explique peut-être pourquoi cette 3e saison, elle qui était prévue depuis le début, est arrivée aussi tard que ça. Même si, au bout du compte, maintenant 4 ans entre 2 saisons. Alors je sais pas si c'est juste moi en tant que journaliste série qui me suis habituée, mais finalement c'est plus si invraisemblable que ça. Est-ce qu'il fallait le faire? Rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est déplaisant pour autant? Absolument pas. Est-ce que je m'ennuie devant mon écran? Absolument pas. Est-ce que j'éprouve toujours la même fascination, répulsion pour ces personnages et pour ces images-là? Absolument oui. Parce que là, pour le coup, on a vraiment, à la question de savoir, la question que tu as souvent posée, Benjamin, c'est qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit quelque chose des États-Unis? Est-ce que ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit? Euphoria, oui, c'est celle des 3 séries qui dit le plus, pour moi. Elle le dit avec ses moyens, elle les dit souvent de façon très, très subtile, très, et parfois très outrancière. En tout cas, chacun le recevra d'une façon très, très différente, mais bon, en tout cas, retrouver ces personnages-là qui sont des adultes, mais qui sont quand même de jeunes adultes, avec des problématiques de jeunes adultes, donc pas forcément éloignés de l'adolescence. Et puis de toute façon, comme l'a dit Benjamin Campion avant aussi, c'était un teen drama, mais avec déjà beaucoup d'interactions avec les adultes aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les personnages adultes étaient quand même les parents. La relation avec les parents était souvent importante. Ça a jamais été des ados en vase clos. Là, ils se sont éparpillés. Forcément, ce sont des stars. Moi, c'est ce qui m'a frappé de prime abord, c'est à quel point Zendaya, Sydney Sweeney et Jacob Elordi étaient devenus des stars. C'est-à-dire qu'on les voit plus du tout de la même façon. Et d'ailleurs, Sam Levinson ne les filme plus tout à fait de la même façon non plus, notamment Sydney Sweeney. Et Jacob Elordi, c'est encore un autre sujet parce que lui, il a un traitement de défaveur dans la série, dans la saison, c'est-à-dire qu'il se fait taper dessus, il se fait torturer pendant toute la saison, vraiment toute la saison. Je sais pas ce qu'il expie, mais il y a un truc qui gratte, à mon avis, très très fort à l'endroit de son personnage, qui est pas, à mon avis, l'aspect le plus intéressant de la série. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils jouent plus ensemble, quasiment. Ils sont sur, dans des agendas différents et on a un collage de scènes, finalement, plus qu'une série. Pour moi, on n'est plus du tout dans la série, mais plutôt dans une succession de tableaux, une succession de téléfilms. D'ailleurs, la durée des épisodes est énorme, je crois, surtout les derniers, pardon. Et avec des trajectoires qui sont différentes, mais qui sont assez faibles finalement. Alors, je passe sur celle de Jacob Elordi, qui est vraiment le plus mal logé. Mais la trajectoire de Sydney Sweeney, c'est comment elle va réussir à s'émanciper. Alors, elle a pas de diplôme, elle a pas de métier, elle a juste un mariage. Et quand elle voit que son mariage va pas être possible, elle s'en va et elle va faire du OnlyFans. Donc ça, c'est aussi un motif de la fiction qui est très, qui émerge beaucoup en ce moment. C'est tout à coup les scénaristes qui se rendent compte, mais en fait, il y a toute une partie des jeunes Américains qui essayent de faire de l'argent, parce que là-bas, si on n'a pas d'argent, on n'existe pas, et le marché du travail est devenu très très compliqué, le marché de l'emploi est devenu très compliqué. Et donc là, on nous vend quelque chose qui est pas tout à fait réaliste, d'après ce que j'ai compris, à savoir qu'on puisse gagner beaucoup d'argent très très vite en postant des photos de ses pieds ou en tournant des vidéos très explicites. Mais bon, voilà. Ce personnage-là, Cassie, est réduit plus que jamais finalement à sa plastique. Il y a le personnage de Lexi, qu'on voit pas beaucoup, mais qui est la seule apparemment à avoir un diplôme et qui essaye d'avoir une carrière puisqu'elle travaille comme assistante de production sur une série et puis elle va commencer à faire du scénario. La showrunneuse est jouée par Sharon Stone et ça c'est très très chouette de voir Sharon Stone dans s'emparer de ces rôles-là et j'allais dire finir sa carrière, en tout cas orienter sa carrière vers la fin avec des rôles un peu plus méta sur l'industrie. Ça c'est assez savoureux. Mais bon,
tout ça reste assez faiblard, je trouve. On voit très peu Hunter Schafer. Elle a un rôle d'artiste peintre. Elle est devenue artiste peintre, mais elle se fait entretenir par un homme marié. C'est une trajectoire que je trouve très très dure et assez effleurée. Ça aurait pu être travaillé. Et en revanche, ce que fait Zendaya, je trouve, est fantastique. Et là, toute cette trajectoire-là où elle est très cabossée, moche, mal habillée, et elle s'en fout. Et tout à coup, il y a des expressions qui explosent, il y a des nuances, elle traverse des paysages au volant d'une bagnole, elle se met dans des situations pas possibles où elle est obligée de faire la mule d'une façon extrêmement violente en avalant des dizaines et des dizaines de sachets de fentanyl. C'est des scènes extrêmement difficiles. Et cette espèce d'insubmersibilité qu'elle a, qui me fait beaucoup penser à un personnage de Tarantino, et vraiment l'ombre de Tarantino est sur toute la saison. Ça, c'est assez passionnant. Et il y a des moments à la fin de la saison, et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Il y a de très beaux moments aussi avec le personnage de Colman Domingo, qui est son sponsor, et qui est la seule personne qui va venir ajouter un peu de douceur dans ce monde-là. Et ça, que Sam Levinson se soit pas plus mis à l'écoute de ça. Et préféré nous montrer des gogo danseuses qui s'en prennent plein la gueule, en fait, pendant toute la série. Je trouve ça un peu dommage. Il y a plein d'idées, il y a plein d'esthétiques, il y a plein d'énergie, et finalement, où ça nous emmène, j'en sais rien. Et je pense que n'importe qui a aimé cette série va forcément sortir de cette saison avec un goût de est-ce que c'était vraiment nécessaire. Du coup, on ressort quand même de bonnes choses de ce petit foutoir trash. On ressort quand même des choses intéressantes sur la société américaine, sur la place des personnages féminins, etc. Emmanuel, est-ce que tu as eu le même ressenti qu'Audrey devant cette 3e saison et dernière saison de Euphoria? Oui, exactement le même. En me demandant, alors en prenant du plaisir à regarder la série pour tout ce qui a été dit, c'est-à-dire le jeu d'acteurs, les situations, mais en me demandant si c'était pas un peu vain ou en tout cas si c'était pas trop sombre. C'est-à-dire que je me demande à chaque fois quel est le propos de Sam Levinson au fond. Et en particulier son propos sur les femmes, c'est-à-dire est-ce que leur seul destin est d'être dans l'exploitation, dans la marchandisation, dans la vente du corps, dans la visibilisation, ou est-ce que c'est pour lui des formes d'empowerment? Et en fait, la série est un peu ambiguë de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a effectivement des gogo danseuses, des filles qui ont l'air de venir de milieux relativement dominés et qui vont s'en sortir à peu près comme ça, mais s'en sortir pas vraiment. Elles sont un peu droguées, on se débarrasse d'elles, elles font que danser en étant dénudées, donc tout ça est pas très palpitant. Et puis il y a l'idée que au fond, gogo danseuses et OnlyFans c'est la même chose. Simplement OnlyFans ça gagne mieux. Et il y a un moment avec le personnage de Maddie qui est assez entrepreneuse, qui vient faire son marché pour alimenter OnlyFans avec 2 gogo danseuses du bar de striptease de Alamo. Et donc de ce point de vue-là, c'est assez désespérant. C'est-à-dire dans les 2 premières saisons, c'était drogue et alcool. Et il y avait déjà un peu du OnlyFans et de la webcam. Et dans la 3e saison, c'est à peu près la même chose. Et en même temps, il y a une scène pas inintéressante, un peu onirique, où il y a Cassie, donc le personnage de Sydney Sweeney, qui va grandir littéralement et faire une espèce de remake de l'attaque de la femme de 50 pieds. Et elle est dans un moment où ça marche bien sur OnlyFans. Elle a envie de tout conquérir avec son corps et uniquement son corps et des mises en scène un peu rigolotes, et elle va attaquer la ville et prendre cette ville d'assaut et avec toutes les promesses qui vont avec. Donc voilà, il y a l'idée peut-être d'un empowerment et l'idée de quelque chose d'assez désespérant. Et j'ai trouvé aussi que le destin de Nate et au fond de Nate et de Cassie qui sont mariés était assez triste. On est quand même on parlait tout à l'heure de Rooster et de la bienveillance à l'égard des personnages. Là, c'est vraiment une cruauté à l'égard des personnages terrible. Je pense que Nate doit expier ce qu'il a fait dans la première saison, mais il le paye vraiment avec un effet retard. Ou alors il y a eu des bisbilles entre les deux. Là, je sais pas, la starisation de Jacob Elordi a déplu à Levinson. Je n'en sais rien, mais en tout cas voilà, il s'est passé ça. Et il y a quand même effectivement
discours, disons, religieux dans la série qu'on peut aimer ou pas. Et donc moi je me suis dit, mais au fond, dans le choix des lieux, du désert, etc., on est dans un western biblique. Il y a des serpents, il y a effectivement de la rocaille, il y a Alexis qui va se référer à la Bible, il y a Zendaya qui va commencer à lire la Bible, enfin en audio dans sa voiture, et qui va voir à un moment une apparition, il va y avoir un buisson ardent, et puis il y a le personnage effectivement de Coleman Domingo qui est son sponsor, qui est un homme religieux, qui va moins l'être sur la fin. Et donc voilà, il y a cette dimension-là. Les serpents jouent un rôle d'ailleurs assez terrible dans le cas de Nate. Donc je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais il y a cette dimension-là qui est relativement forte. Voilà, et puis pour finir donc sur cette nouvelle saison d'Euphoria, on est dans le filmage classique chez Levinson, c'est lui qui réalise tous les épisodes. Filmage, voilà, il y a un côté tarantinesque, il y a un côté hystérique, il y a un côté grotesque. Les personnages sont souvent aspergés de sang, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un prend une balle, de l'autre côté, tout le monde est inondé complètement de sang, donc un côté un peu too much. Et puis il y a quelque chose d'assez libérateur chez Levinson, c'est-à-dire son inintérêt pour le qu'en dira-t-on, et donc je me suis dit, au fond, tous les débats sur le male gaze, il s'en fiche complètement, et donc il va filmer des femmes dénudées comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu de débat depuis ces 20 dernières années, en assumant quelque chose, en disant au fond, c'est mon propos, si je filme des stripteaseuses et des filles chez OnlyFans, je suis obligé de les filmer comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je les filme. Je vais pas les filmer autrement, je vais pas les mettre dans des clairs-obscurs, ça va être frontal. Pareil pour Sydney Sweeney qui accepte, malgré maintenant sa dimension de star, de poser dans des postures un peu ridicules, déguisée en petit lapin, en petit chat. Enfin voilà, c'est assez étonnant ce qu'il fait faire à tous ces acteurs et à toutes ces actrices, mais au fond avec peut-être une réflexion sur le fake, sur la mise en scène de soi. La saison 2 se terminait par une pièce de théâtre écrite par Lexi où elle remettait en scène tout le petit théâtre de son école. Là, elle travaille dans le cinéma. Voilà, donc tout le monde est dans le surmaquillage, dans l'apparence, dans un relatif pathétique. Donc au fond, quelque chose autour de la mise en scène de soi et de la mise en scène de soi pour arriver à quelque chose. Donc voilà, là il y a quand même un élément intéressant dans la série de Levinson. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose avant de oui, dire au oui. revoir. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Emmanuel. Ce qui est fou, c'est on sent dans la série, au fur et à mesure qu'on la regarde, que Sam Levinson lui-même se demande s'il a une place en dehors de ça, quoi. S'il est capable de faire autre chose que ça, si ce projet est tellement mêlé. Et ce projet est tellement personnel pour lui, puisque c'est largement inspiré, bon, même si il a repris un format israélien, c'est quand même très largement inspiré de sa propre jeunesse qui a été extrêmement chaotique. Et on voit presque dans cette saison une interrogation de sa part sur comment je vais faire pour passer à autre chose, comment moi je vais faire pour grandir, pour devenir adulte et pour faire autre chose qui contiennent peut-être aussi la même beauté, parce que Euphoria, c'est quand même une série d'une grande poésie par moment, d'une grande beauté. On peut quand même lui reconnaître d'avoir déniché des acteurs incroyables. Il y avait ce rôle d'Eric Dane aussi, le père, qui était absolument prodigieux en saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 2, il faut absolument rattraper la série. Non, moi, pour conclure, c'est intéressant de voir que sur une même chaîne, c'est-à-dire HBO, on a Rooster et on a Euphoria. C'est-à-dire que d'un côté, on a une comédie faite par un vétéran des networks qui ne travaille que avec de la contrainte, qui écrit pas tout seul, qui ne réalise pas, qui a 10, 15 personnages, qui tient sur plusieurs saisons, qui livre des saisons supplémentaires même quand on croit que la série s'est arrêtée, comme avec Ted Lasso. Il y a ça d'un côté, et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a cette espèce d'ovni qui doit en plus coûter assez cher, mais qui est écrit, réalisé, showrunné, produit par une seule personne. Franchement, si HBO arrive encore à faire ça, moi je trouve ça génial. Et je trouve que ça mérite d'être célébré, ça mérite d'être protégé. Voilà. Absolument. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder des séries. Merci à tous les trois. C'était le 25e épisode d'Intersaison. Nous étions avec Emmanuel Taïeb, Audrey Fournier et Benjamin Campion, qui vous souhaitent avec moi un bel été 2026. Buvez de l'eau. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.